Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, ici Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous écoutez mon émission Indépendance financière et hypothèque. On est à l'épisode numéro 18, l'émission numéro 18, devenir un investisseur autonome, ou en anglais, DIY Investing. Bon, pourquoi je veux apporter ce sujet-là? Bon, mais premièrement, c'est un sujet qui me touche parce que moi, depuis 2013, je gère mes investissements moi-même. Je considère que je suis maintenant un investisseur autonome. Puis je vois un lien aussi avec l'indépendance financière, quoique c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire de devenir un investisseur autonome. C'est pas obligatoire de devoir tout apprendre à faire ses investissements soi-même, mais c'est une chose que les gens de plus en plus commencent à considérer. Et puis avec les outils maintenant disponibles sur Internet, les plateformes de courtage, l'information, les formations aussi en ligne, c'est de plus en plus accessible et de plus en plus populaire. Donc, c'est pour ça que je veux en parler. Donc, comme je dis, c'est aucunement obligatoire, selon moi, de devenir investisseur autonome pour cheminer vers l'indépendance financière. On peut très bien s'en remettre à des professionnels pour nos investissements. Mais je veux toucher le sujet, aborder le sujet, parler de les investisseurs autonomes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse ou peut-être vous vous posez la question, est-ce que je devrais gérer moi-même mes investissements ou vous voulez prendre la décision, non, moi je suis à l'aise à continuer avec un professionnel, ben, l'émission sert un peu à ça. C'est un sujet c'est le sujet que j'aborde aujourd'hui. Donc, c'est quoi l'investissement autonome? Une brève définition, bien justement, on a le choix avec nos investissements de soit faire affaire avec un professionnel à qui on va virer, dans le fond, notre argent, pas à lui dans son compte. Évidemment, on va avoir, souvent, ça va être quelqu'un à l'institution financière où on a nos trucs bancaires. Puis, lui, il va configurer des virements vers peut-être des fonds communs de placement ou différents types de produits. Puis, tout ça peut sembler très compliqué. Moi, je pense que ce ne l'est pas, mais évidemment, quand on a zéro connaissance, quand on part de zéro, ça peut sembler très intimidant, tout ça. Puis, mais bon, c'est totalement valide, selon moi, de faire, si on trouve quelqu'un de confiance qui va s'occuper de nos investissements, de le faire. L'envers de la médaille, c'est de s'y intéresser de plus près et de devenir un investisseur autonome. Et puis là, on a un paquet d'outils aussi pour s'aider. Évidemment, là, ça peut être un peu épeurant. Tout vient sur nos épaules, à savoir si notre avenir financier va fonctionner ou pas, malgré qu'une fois plus qu'on en apprend, plus qu'on comprend que on a peut-être un avantage à le faire. Donc, c'est ça. Je mentionne donc c'est un truc qui est de plus en plus populaire, cette forme d'investissement-là, grâce à l'accès facilité aux informations puis aux outils en ligne. Donc, pourquoi on voudrait devenir un investisseur autonome? Puis là, je vous donne quelques raisons, OK? Quelques arguments qui pourraient faire pencher la balance du côté de l'investisseur autonome versus avoir ces trucs gérés par un professionnel. Donc, première raison, c'est avoir le contrôle sur ses investissements. Donc, faire le choix des actifs, des stratégies d'investissement, la flexibilité pour réagir rapidement au changement du marché. Malgré que ça, j'aime pas beaucoup ça. Flexibilité pour réagir rapidement au changement du marché, selon moi, c'est pas tout à fait une bonne raison de devenir investisseur autonome. Par contre, le contrôle sur ses investissements,
Vraiment, on a le contrôle ultime lorsqu'on devient investisseur autonome, puis que c'est pas un professionnel qui va prendre les décisions à notre place. Tandis que, évidemment, si c'est un professionnel, puis qu'on veut absolument certains produits d'investissement, ça se peut que le professionnel essaie de nous convaincre du contraire ou qu'il puisse juste pas, peut-être que le professionnel n'a pas accès aux investissements que vous voudriez avoir. Donc, je pense que c'est là le point. Donc, pourquoi devenir investisseur autonome? Bien, on a le contrôle total sur nos investissements. Deux, c'est économiser sur les frais. Bon, les frais, c'est un sujet quand même assez majeur. Moi, je me rappelle en 2013, on en parlait déjà. Il y a des gros frais de gestion sur les services, sur les professionnels. C'est normal, pensez-y. D'avoir un professionnel qui va gérer notre portefeuille de placement. Lui, il faut qu'il soit rémunéré d'une certaine façon. Comment ils sont rémunérés? Bien, souvent, c'est un pourcentage de notre portefeuille, dans le fond, qui va être pris à chaque année. Donc, c'est ça. Souvent, il y a un côté qui est un peu caché, mais là, ça a évolué aussi dans les dernières années. Il y a de plus en plus de transparence avec les frais de gestion. Mais à la base, la raison, moi, en 2013, la raison pourquoi que j'ai voulu devenir investisseur autonome, c'est que je voyais qu'il y avait beaucoup de frais. Bon, aujourd'hui, 2023, c'est moins pire, il y a plus de transparence, mais il y a encore des frais, il faut encore payer. Si on se fie à un professionnel, il faut que cette personne-là soit payée, et c'est très normal. Et bon, une raison de vouloir devenir investisseur autonome, c'est d'économiser sur les frais. Les frais de gestion et de conseil, puis les coûts des plateformes de courtage. Bon, ça, c'est plus vrai, là. Les coûts de plateforme de courtage, maintenant, c'est quasiment nul, là. Moi, je suis avec Disnat de Desjardins, puis il n'y a plus de frais, là. On les a enlevés. Avant, j'étais sur une autre plateforme, Virtual Broker, puis j'étais allé sur cette plateforme-là parce que justement, il n'y avait pas de frais de transaction. Toutes les autres plateformes, il y avait comme 7 par chaque transaction qu'on voulait faire, même si je ne faisais pas beaucoup de transactions. Je ne voulais pas payer ces frais-là. Puis ça, maintenant, ça a tout été enlevé presque partout. Je ne connais pas toutes les plateformes de courtage, évidemment, mais maintenant, Disnat de Desjardins, la plateforme de courtage, n'a plus de frais pour les transactions. Maintenant, c'est une forme de frais différent là, quand on fait nos offres d'achat, d'achat et vente. Ça se peut qu'eux, ils fassent de l'arbitrage en arrière-plan, puis qu'on ne le voit pas et qu'il y ait des frais, dans le fond, un petit peu cachés de parce qu'on utilise la plateforme. Mais reste que c'est généralement, puis ça, c'est pas clair qu'on paye nécessairement ces prix-là. Si on fait nos transactions au bon prix du marché, il y a pratiquement plus de frais maintenant pour faire nos transactions. Donc, c'est la deuxième raison pourquoi devenir investisseur autonome. Troisième, éducation financière. Ben, en faisant l'exercice, on n'aura pas le choix d'apprendre. On va développer une compréhension plus profonde des marchés financiers. Puis ça peut être rassurant, juste de l'apprendre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéressait à la base. Donc, très rapidement, moi, j'ai voulu enlever ça d'une gestion professionnelle pour le faire moi-même parce que de comprendre ce dans quoi j'investissais me rassurait énormément. Et plus je lisais, plus j'en apprenais, plus ça me rassurait. Et maintenant, évidemment, c'est ça. L'éducation financière, pour moi, c'était super important. Donc ça, c'est une des raisons qui pourrait faire en sorte que vous voulez devenir investisseur autonome, c'est de vouloir en apprendre plus. Ensuite, indépendance et responsabilité, prendre des décisions en se basant sur ses propres recherches et convictions, construire un portefeuille qui correspond vraiment à ses besoins et objectifs. Donc, on peut y aller, évidemment, quand on est en investissement autonome, vraiment, on peut y aller très précis sur ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on vise comme objectif. Maintenant, donc ça c'est la première, pourquoi quelqu'un pourrait vouloir devenir investisseur autonome. Maintenant, la deuxième section de mon émission, je vais parler comment devenir un investisseur autonome. Donc là, j'ai cinq points ici. On parle d'éducation, on parle de définir ses objectifs, sa tolérance au risque, choisir une plateforme de courtage, élaborer une stratégie d'investissement, rester informé et continuer à apprendre. Bon, ça c'est dans les grandes lignes, comment devenir un... J'irai pas en détail. Je veux rester quand même général dans l'émission
aujourd'hui. Je peux peut-être parler, par contre, de moi, mon expérience, comment ça s'est passé. Moi, il y a un livre qui a fait le déclic, qui, après avoir lu ce livre-là, je me sentais en confiance pour faire le switch, pour ouvrir mes comptes de courtage en ligne, puis transférer le peu de placements que j'avais en réalité en 2013. En 2013, hein, je venais juste de faire, d'investir, pardon, dans l'entreprise, d'acheter les parts de l'entreprise où je travaillais. Donc, j'avais pas beaucoup de placements, là. J'avais tout mis dans mon condo, dans l'entreprise, dans mes parts de l'entreprise. Puis là, ben, en 2013, j'ai commencé à avoir un peu plus de liquidité qui rentrait suite à justement ces investissements-là. Puis c'est là que j'ai voulu comme commencer à en mettre davantage dans mon REER, les CELI, etc. Puis là, j'ai lu plusieurs livres. Évidemment, j'avais lu beaucoup de livres aussi sur l'investissement avant ça, mais un en particulier, c'est un livre, j'ai juste le titre en anglais, c'est Millionaire Teacher. C'est un enseignant canadien qui est devenu millionnaire avec une façon très simple d'investir par lui-même dans les fonds indiciels. Il utilisait l'approche vraiment, l'approche en anglais, on dit couch potato, c'est-à-dire que tu achètes des fonds indiciels, puis tu fais le rendement du marché. Tu ne te casses pas la tête, tu achètes le marché au complet. Et puis, dans ce livre-là, il expliquait en détail pourquoi il utilisait cette façon de faire-là. Et puis, à la fin de la lecture de ce livre-là, j'étais convaincu, j'étais confiant, je me suis dit, je vais faire exactement ça. Dans le livre, il ne mentionnait pas exactement les produits financiers, mais les produits financiers à acheter, mais je suis allé voir, je suis allé regarder sur Vanguard, les fonds négociés en bourse, puis j'ai bien vu que tout ça était possible d'être fait maintenant. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé, dans les fonds indiciels, en m'ouvrant un compte sur Virtual Brokers. C'était une plateforme de courtage en ligne sans frais à Toronto. J'ai ouvert mes comptes REER, CELI, non enregistrés, parce que tu n'as pas le choix aussi d'avoir un compte non enregistré. J'ai ouvert mes comptes, j'ai commencé à faire mes premières transactions, acheter mes premiers titres. Puis ces titres-là, je les ai encore dans mes comptes. Maintenant, j'ai fait le switch à Desjardins, à Disney, parce qu'il y avait plus, c'était un logiciel, une plateforme qui était plus complète, puis en plus que c'était lié avec euh, mes, mes trucs bancaires. Dans le fond, j'avais toutes mes choses au même endroit. Donc, j'ai adopté Disney à ce moment-là, en plus qu'on a le service à la clientèle en français. Puis, bon, moi, je suis avec cette plateforme-là maintenant, puis j'ai encore les mêmes titres que j'avais à l'époque, que j'ai acheté, que j'ai continué. J'ai tout ça encore parce que c'est de l'investissement passif, c'est du buy and hold. On achète puis on le garde pendant une longue période. C'est pas compliqué l'investissement. C'est pas nécessairement facile à faire parce qu'on voit nos placements fluctuer, puis fluctuer, excusez-moi, en train de dire pas le bon mot. OK. Donc, on voit la valeur de nos placements évoluer. Puis, ça peut faire peur, mais quand on s'y attend, quand on est committed, comme on dit, à ne pas vendre, euh, à juste garder le cap, peu importe ce qui se passe, bien ça se passe bien. Puis moi, je pense que j'ai une bonne tolérance à ça parce que j'ai jamais vendu avec en panique, là, si on veut. Donc, parce que ça, c'est un peu un critère. Si on devient investisseur autonome, il ne faut pas paniquer avec les aléas du marché, comme on dit. Donc j'ai choisi une plateforme de courtage. Évidemment, ça l'a changé, évidemment, quelques années plus tard. J'ai élaboré une stratégie d'investissement qui était. Il y avait un site qui s'appelait Canadian Couch Potato. Je ne sais pas si ça existe encore parce que j'utilise moins maintenant cette stratégie-là, même si j'ai encore tous mes placements de REER que j'avais à cette époque-là avec cette stratégie-là. C'était un site qui mentionnait les meilleurs FNB, la location, tu sais, combien tu mets dans les actions, dans les obligations, puis international versus Canada versus États-Unis. Donc, il y avait un site qui expliquait un peu
les meilleurs, puis surtout les FNB avec le moins de frais, parce que c'est la guerre aux frais. Hein? Il y a beaucoup de compagnies qui se sont mis à sortir des FNB indiciels, et puis les frais descendaient année après année. Maintenant, ça peut coûter aussi bas que 0,05% en frais. Aux États-Unis, c'est encore plus bas. Donc, il y a des beaux produits, puis ça coûte pas cher. Et on fait le marché, dans le fond, c'est ça. On fait le rendement du marché, puis c'est très bien comme ça. C'est parfois même mieux que ce qu'on ferait si on était avec un professionnel. Parce que les fonds, donc les fonds communs de placement qui sont activement gérés, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. On parle de gestion active versus, excusez-moi, gestion active versus la gestion passive. Donc, la clé, c'est la gestion passive. Puis, dans la gestion active, ils finissent par faire un petit peu de gestion passive pareil, parce que les fonds, en tout cas, il y a tout plein, je n'irai pas dans le détail, mais il y a tout plein de raisons qui les forcent à, dans le fond, opter pour des stratégies passives. Alors, élaborer une stratégie d'investissement, donc évidemment l'investissement passif, même si c'est autonome, on peut le faire passivement avec sans trop d'efforts, sans qu'on ait besoin de regarder nos placements tous les jours puis faire du trading. Hein? Parce que ça c'est le style d'investissement que moi, j'adhère pas. Faire du trading, c'est-à-dire acheter dans l'idée de vendre quand ça leur a monté. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que je ne ferai jamais. Donc, moi, quand j'achète une compagnie, c'est pour le long terme. C'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans, 20 ans. Et puis, il y a des choses qui me font vendre. La première raison, moi, qui m'a fait vendre un titre, c'est quand le titre a monté beaucoup plus que ce que j'avais pensé. Et puis, à ce moment-là, ça devenait une trop grosse allocation dans mon portefeuille. Donc là, je n'étais pas assez diversifié à ce moment-là, donc j'ai été obligé de vendre une partie de ce titre-là. En plus, combiné au fait que je faisais un upgrade de ma maison, de mon condo à ce moment-là. Donc, j'ai pris cet argent-là, j'ai payé mon condo comptant. Comme ça, je continuais de ne pas avoir d'hypothèque. Ça a été une des seules fois que j'ai vendu des placements. Donc, rester informé. Donc, dans les étapes là, pour devenir investisseur autonome, rester informé, continuer d'apprendre. Évidemment, je continue à faire ça, même que j'ai lancé un club d'investissement avec mes amis. On est, moi et 9 autres de mes amis, on a parti une entreprise, ben, c'est pas une entreprise, là, on a ouvert une société, on l'a appelée Fonds d'investissement Salopard. Vous pouvez voir, elle est au registre des entreprises. Donc, c'est une société de personnes. Puis les 10 personnes, ce sont moi et mes 9 amis. On met chacun 100 $ par mois dans ce fonds-là. Et puis, à chaque mois, il y a une personne différente qui va arriver avec un choix de compagnie dans laquelle on va investir pour le long terme. Donc, ça, c'est une chose qu'on a faite pour un peu s'amuser puis stimuler l'investissement. Évidemment, c'est pas des gros montants, c'est pas le gros de nos investissements. On fait ça surtout pour comme occasion sociale, puis apprendre ensemble sur l'investissement, puis ça fonctionne super bien. Donc, en conclusion, évidemment, quand on devient investisseur autonome, c'est très important de faire ses recherches et puis de bien comprendre dans quoi on investit. Ça, je pense que c'est la clé. Si on comprend bien dans quoi on investit, on ne sera pas porté à vendre en panique. Hein. Quand il y a de la panique, c'est quand il y a de l'inconnu, donc de l'incompréhension. Mais quand on est bien au courant de ce qu'on achète, on a pris des décisions éclairées, à ce moment-là, tout va bien. Les avantages les avantages et les défis de l'investissement autonome, évidemment, il faut mettre un peu plus de temps que si c'était un investisseur professionnel, un gestionnaire professionnel en placement qui va s'occuper de nos placements. Mais ça coûte un petit peu plus cher. Donc, quand on le fait nous-mêmes, il y a moins de frais. Puis quand on le fait avec, le rendement va peut-être être un petit peu moins bon, mais c'est tout à fait légitime de
remettre ça entre les mains d'un professionnel si on a vraiment zéro intérêt à devenir investisseur autonome, on s'entend. Ensuite, évidemment, je rappelle l'importance de faire de la formation continue pour réussir en tant qu'investisseur autonome. On se tient loin du day trading, on se tient loin de acheter, vendre. Plus qu'on fait de transactions, moins qu'on va faire d'argent, même qu'on va peut-être en perdre. Donc, ça, je vous décourage à aller dans cette veine-là. Et puis, évidemment, je vous encourage à consulter un professionnel pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle, même si vous optez pour l'investissement autonome. Évidemment, moi, ça vous permet de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, que vous preniez des décisions éclairées. En cas de doute, il faut toujours mieux consulter un professionnel. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur votre chemin vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.